Je me souviens exactement où j'étais debout. Quand mon père l'a dit. C'était à la fête de remise de diplôme de ma nièce. Toute la famille était réunie dans le jardin. Des tables de pique-nique, des ballons, ces chaises pliantes en plastique qui font mal aux cuisses. Tout le monde riait, buvait, fêtait sa bourse complète pour Stanford. Et mon père, Gérald, avec son short kaki habituel et sa casquette de vétéran, a levé son verre et a porté un toast à tout ce que le nom Callan avait accompli. Il dit toujours des trucs comme ça. Le nom Callan, comme si c'était une sorte de dynastie, comme si on n'était pas juste une famille de classe moyenne en Pennsylvanie qui mange trop de salade de pommes de terre. Aux réunions de famille, je me suis approché avec une assiette de nourriture, en souriant. C'est mon rôle dans cette famille. Celle qui sourit, qui hoche la tête. La brebis noire qui ne fait pas de vagues. Mon fils Elias était à côté de moi. Silencieux, poli, essayant de se cacher. Dans son sweat à capuche. J'étais vraiment fier de ma nièce. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Elias est aussi intelligent, peut-être même plus. Il venait d'être accepté dans 3 grandes universités. Et il s'était vraiment battu pour y arriver. Tout en travaillant à mi-temps. Et en m'aidant à m'occuper de ma mère. Pendant sa chimiothérapie. Il n'avait pas de prof particulier. Pas de préparation privée pour les tests. Il avait du courage. Il m'avait moi. Alors je me suis penché et j'ai dit comme ça. Papa, Elias doit aussi avoir une part du fonds universitaire. Gérald n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il a juste secoué la tête et a murmuré. Pourquoi gaspiller ça pour lui? Il vient d'un foyer brisé. Ce moment-là a cassé quelque chose en moi. Pas parce que je n'avais jamais entendu pire. J'en avais entendu. Pas parce qu'Elias n'avait jamais été mis de côté. Il l'avait déjà été. Mais c'est la manière dont il l'a dit. Comme si c'était évident. Comme si c'était une vérité dans un manuel scolaire. Qui a brisé un truc que je portais en moi depuis 17 ans. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai juste souri et je n'ai rien dit. Comme je fais toujours. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. Ce que mon père ne savait pas. Ce que personne ne savait. C'est qu'Elias écrivait un discours. Un discours qu'il allait prononcer. En tant que major de sa promotion. Il ne l'avait dit à personne, même pas à moi. Mais quand le moment est arrivé. Quand il est monté sur scène avec sa toge et sa casquette. En tenant le micro avec ses mains qui tremblaient un peu. J'ai su que quelque chose d'important arrivait. Je ne savais juste pas à quel point ce serait fort. Et quand il a dit sa dernière phrase, je me suis tourné vers mon père. Même Gérald Callan, l'homme qui m'avait dit un jour que j'avais ruiné l'image de la famille en divorçant, s'est levé. Pas pour applaudir, mais choqué. Mais avant de vous dire ce qu'Elias a dit, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre ce que c'est d'élever un enfant dans une famille où l'amour est conditionnel, où la tradition compte plus que la vérité, où être un Callan n'a de la valeur que si tu rentres dans le moule. Je m'appelle Naomi. Je suis mère célibataire, bibliothécaire. Une fille qui n'a jamais rendu son père fier. Et voici l'histoire de comment mon fils silencieux, réfléchi et sous-estimé, a fait quelque chose que personne n'attendait. Même pas moi. C'est l'histoire de ce qu'il a dit sur cette scène. Et pourquoi ce moment a tout changé. Ce que les gens n'ont pas vu chez mon fils. Laissez-moi vous ramener là où ça a vraiment commencé. Pas à la fête de remise de diplôme. Ni même quand Elias a reçu ses lettres d'admission à l'université. Mais il y a 17 ans. Dans une petite chambre d'hôpital. Où je l'ai tenu pour la première fois d'une main. Et signé mes papiers de divorce de l'autre. Elias est arrivé dans ce monde. Au pire moment de ma vie. Mon mariage s'était écroulé. Plus vite que je ne l'aurais cru possible. Mon ex-mari Ryan m'a trompé. Pendant que j'étais enceinte. Il est parti 2 mois avant la naissance d'Elias. Et n'a jamais vraiment été là depuis. Ni comme père. Ni même au téléphone. Parfois, il envoie un SMS pour son anniversaire. C'est tout. Ma famille n'a pas bien réagi à la nouvelle. Ma mère a pleuré plus pour mon divorce que pour la mort de sa sœur. Mes frères et sœurs, Catherine et Joël, m'ont à peine parlé pendant un moment. Et mon père Gérald n'a pas dit grand-chose. Juste une phrase que je n'oublierai jamais. Eh bien, tu as fait ton lit. Peut-être. Mais j'en ai fait un deuxième pour Elias.
Et je l'ai fait chaleureux, sécurisé, plein d'histoires pour s'endormir. Parce que dès qu'il a ouvert les yeux, cet enfant est devenu mon monde. On n'avait pas grand-chose. Mais on savait, lui et moi. Je travaillais comme bibliothécaire. C'est pas une mine d'or. Mais j'aimais ça. J'amenais Elias après l'école. Il s'asseyait dans le coin des enfants et lisait tous les livres qu'il pouvait. À 8 ans, il lisait au niveau de la première. À 10 ans, il écrivait des histoires qui me faisaient pleurer. Pas juste parce qu'elles étaient bonnes, mais parce qu'elles venaient de lui. Ce garçon calme, observateur, qui ne demandait jamais grand-chose, mais qui ressentait tout. Il ne se plaignait jamais quand on lui donnait des habits usés. Il ne demandait jamais pourquoi on ne partait pas en vacances. Comme ses cousins. Et jamais, pas une seule fois, il n'a dit un mot quand il a vu comment la famille le traitait différemment. Parce qu'il le faisait. Les enfants de Catherine et Joël avaient toujours une place à la table des grands. Elias mangeait avec les petits. Même à 14 ans. À Noël, il recevait des cartes cadeaux et des jeux vidéo. Elias a eu des chaussettes. Une année, Gérald a carrément oublié de mettre son nom sur la chaussette accrochée à la cheminée. Elias ne montrait jamais que ça le blessait. Mais je le voyais. Dans la façon dont il pliait 3 fois sa serviette avant de manger. Dans la façon dont il attendait que tout le monde parle. Avant lui. Dans son carnet qu'il gardait toujours dans sa poche. Où il écrivait les choses qu'il n'osait pas dire à voix haute. Parfois, j'avais envie de hurler. De secouer ma famille et de dire « Regardez-le. Vous ne voyez pas comme il est extraordinaire ?» Mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que si je restais silencieuse assez longtemps, ils finiraient par changer d'avis. Spoiler, ils ne l'ont pas fait. La seule qui voyait vraiment Elias, c'était ma mère, Doreen. Elle s'asseyait avec lui, écoutait ses histoires, l'appelait « mon petit professeur ». Même la dernière année, quand la chimio l'avait rendu faible, elle s'illuminait dès qu'il entrait dans la pièce. Elle disait qu'il lui rappelait quelqu'un. Moi, quand j'étais petite, avant que le monde ne devienne bruyant, avant que j'apprenne à me cacher, pour rentrer dans le moule de ma famille. Quand elle est morte, Elias avait 15 ans. Il n'a pas pleuré en public. Mais cette nuit-là, j'ai trouvé un de ses poèmes, glissé dans sa Bible. Il s'intitulait « La dernière femme qui m'a vu ». Cette phrase m'a brisé le cœur. Après qu'elle soit partie, il ne restait plus que nous deux. Juste moi et Elias. Essayant de survivre dans une famille qui nous faisait nous sentir comme des figurants dans un film, où les autres étaient les héros. Et malgré tout ça, malgré le fait d'être ignoré, sous-estimé et mis de côté, il n'a jamais explosé. Il a étudié, il a aidé, il a écrit, et arrivé en terminale, il a postulé dans des universités, sans jamais me demander un centime. Il a été accepté dans chacune d'entre elles. Alors oui, quand mon père a dit « Pourquoi gaspiller ça pour lui ?» J'ai souri et je n'ai rien dit. Mais ce sourire n'était pas de la résignation. C'était une promesse. Parce que ce qu'ils ne voyaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais vu, c'est que mon fils allait leur montrer exactement qui il était. Et je savais, au fond de moi, que quand ce moment arriverait, il ne l'oublierait jamais. Pourquoi gaspiller ça pour lui? Il y a des moments dans la vie qui ne font pas que faire mal. Ils laissent une marque. Ils restent sur ta peau, dans ta voix, dans ta mémoire. Tu les portes en silence pendant des années. Ce moment, dans le jardin de mon père, quand il a effacé tout l'avenir de mon fils avec une seule phrase. C'en était un. Pourquoi gaspiller ça pour lui? Il vient d'un foyer brisé. Il ne l'a pas dit avec colère. Il l'a dit comme on parle de la météo. Comme si la valeur d'Elias était juste moins évidente. Je l'ai regardé. Mon fils, figé à moitié dans une bouchée. La fourchette au-dessus de son assiette en carton, remplie de salades de pommes de terre et de côtes. Il n'a pas sourcillé. Il n'a pas pleuré. Il a juste baissé les yeux. Et continué à manger. Plus lentement, cette fois. J'avais envie de prendre le verre de mon père. Et de le lui renverser sur les genoux. J'avais envie de me lever et de crier. Tu ne le connais même pas. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appris, dans cette famille, que si tu te défends, ça leur donne encore plus de raisons de te rabaisser. Alors je suis restée assise, le sourire aux lèvres, en bouillonnant à l'intérieur. Plus tard, ce soir-là,
J'ai trouvé Elias dans sa chambre, en train d'écrire. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait. Il m'a dit « Ça va. Tu crois que c'est vrai ?» Cette question m'a coupé plus fort que tout ce que Gérald aurait pu dire. Je me suis assise au bord de son lit. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit « Non, mon chéri. Ce qui est cassé, c'est leur manière de voir le monde. Pas toi. » Il a hoché la tête. Mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Il rangeait déjà ce moment dans son journal, comme une autre blessure silencieuse, qu'on n'ose pas dire à voix haute. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Elias a commencé à travailler encore plus dur, à dormir moins. Il avait toujours été intelligent. Mais maintenant, il était porté par quelque chose, presque obsédé. Chaque bourse, chaque concours d'écriture, chaque activité en dehors des cours. Il les poursuivait, comme si sa vie en dépendait. Je m'inquiétais. Je me demandais s'il fuyait quelque chose, ou s'il essayait d'effacer quelque chose. Un après-midi, je suis rentré plus tôt du travail, et je l'ai entendu pleurer, derrière la porte de la salle de bain. Ce n'était pas fort, juste des sanglots étouffés, comme s'il essayait de ne pas se laisser aller. Je n'ai pas frappé. Je ne pouvais pas. Je me suis assise par terre, juste devant la porte, la main posée sur le carrelage, le cœur serré, en me demandant combien de fois je l'avais laissé se sentir seul, juste pour ne pas déranger. Mais ensuite, peu à peu, j'ai vu quelque chose de nouveau apparaître. Il s'est remis à écrire, pas seulement pour l'école, mais pour lui-même. Il restait après les cours, avec son prof d'anglais, qui m'a dit un jour « Elias a quelque chose de spécial, pas juste intelligent, important, c'est mon compte. » Un soir, pendant le dîner, Elias a dit « Ils m'ont choisi comme orateur de fin d'année. » J'ai laissé tomber ma fourchette, pas parce que j'étais surprise. Il le méritait, mais parce que je savais ce que ça voulait dire. Pas juste un titre, pas juste un honneur, mais un micro, une scène, une salle remplie de gens qui ne l'avaient jamais vraiment vu. Je lui ai demandé « Tu vas dire quoi ?» Il a souri, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je sais pas encore », il a dit, « mais je crois que je veux qu'il m'écoute. Qu'il m'écoute vraiment. » Et donc, tout a changé. Ce n'était plus une question de fond pour l'université. Oh non, ce n'était plus à propos de Gérald. C'était à propos d'Elias. Et de sa voix, dans une pièce qu'il avait ignorée pendant 17 ans. Dans les jours avant la cérémonie, j'attendais que quelqu'un dans la famille lui dise quelque chose, le félicite. Un petit mot. Mais personne ne l'a fait. Catherine a posté une photo de la robe de remise de diplôme de sa fille. Joël a partagé une photo de son nouveau barbecue. Mais personne n'a parlé d'Elias. Pas une seule fois. Ça n'avait pas d'importance. Parce qu'Elias ne cherchait plus leur approbation. Il écrivait son discours. Et même s'il ne m'a jamais laissé le lire, je voyais l'intensité dans ses yeux. Quand il y travaillait, comment il réécrivait chaque phrase. Comment il murmurait des lignes pour lui-même. Quand il pensait que personne ne l'écoutait. Il construisait quelque chose. Quelque chose qui allait frapper fort. Et je sentais que ce ne serait pas gentil. Ce serait la vérité. Qu'il t'entende. Les jours avant la remise de diplôme avaient un air bizarre. Pas mauvais, mais comme un calme avant une tempête. Elias était calme. Mais pas le calme de la paix. Le calme de quelqu'un qui a une mission. Quelque chose enfoui sous la surface. Prêt à sortir. Je lui demandais comment allait le discours. Il souriait. Avec son demi-sourire. Celui qu'il faisait quand il ne voulait pas mentir. Mais qu'il ne pouvait pas dire la vérité non plus. Ça avance, il disait. Je veux juste que ça compte. Compter. Ce mot est resté dans ma tête. Parce que je savais ce qu'il voulait dire. Il n'écrivait pas un discours pour faire bonne figure. Il ne voulait pas impressionner un directeur. Ou remplir son dossier d'admission. Il voulait dire quelque chose. À tout le monde. À nous. Il en avait assez d'être invisible. La veille de la cérémonie, je l'ai trouvé assis sur le porche. Son carnet sur les genoux. Les yeux vers les étoiles. Il avait l'air plus petit. Plus jeune. Comme ce petit garçon qui me demandait un jour si les arbres avaient des sentiments.
Je me suis assise à côté de lui. Et j'ai dit. Tu n'as pas apporté tout ça tout seul, tu sais. Il ne m'a pas regardé. Il a juste dit. Si je ne le dis pas maintenant, je ne le dirai jamais. J'ai hoché la tête. Alors dis tout. On est resté silencieux après ça. Il n'avait pas besoin d'un discours de motivation. Il avait besoin d'espace. Pour tenir debout dans sa vérité. Et je ne me mettrai pas en travers. Début de semaine. J'avais envoyé un mail à la famille. Avec tous les détails de la cérémonie. L'heure, le lieu, les places. Aucune réponse. Pas un seul mot. Même pas un « on verra si on peut venir ». Je n'étais pas surprise. Mais j'étais en colère. C'était un des moments les plus importants de la vie d'Elias. Et ils agissaient comme si c'était un jeudi comme un autre. Le matin de la cérémonie, Elias est sorti de sa chambre. Avec sa toge et sa casquette. Il était élégant, calme. Comme quelqu'un à sa place devant un public. Je lui ai pris une photo. Il n'a pas souri. « Tu es prêt ?» J'ai demandé. Il a ajusté sa cravate et dit. « Je suis prêt depuis longtemps. » Quand on est arrivé à l'auditorium, il était plein. Des parents s'éventaient avec les programmes. Les profs rayonnaient de fierté. J'ai trouvé nos places. Et j'ai regardé la foule. Et là, surprise. Je les ai vus. La famille. Gérald avec sa chemise repassée. Et sa casquette de vétéran. Catherine les bras croisés. Joël collé à son téléphone. Ils étaient tous là. Assis ensemble au 3e rang. Comme s'ils méritaient d'être au premier plan. D'un moment qu'ils n'avaient jamais aidé à construire. Je ne leur ai pas parlé. J'ai juste conduit Elias dans les coulisses. Et je lui ai serré la main. Quoi que tu dises là-haut, j'ai chuchoté. Je serai fier. Il a hoché la tête. Aucune peur dans ses yeux. Juste un but. De retour à ma place. J'arrivais à peine à respirer. Ils ont commencé à annoncer les élèves d'honneur. Puis les prix. Le directeur est monté sur scène. Et a présenté Elias comme l'orateur de fin d'année. Il a parlé de sa moyenne. De ses bourses. De son admission à Northwestern. J'ai entendu la famille derrière moi. Faire des petits bruits impressionnés. Comme s'ils étaient surpris. Comme s'ils ne s'attendaient pas à ça venant de lui. Et puis Elias est arrivé sur scène. Mon fils. Les épaules droites. Le menton levé. Son journal en main. Il n'a pas utilisé le discours qu'ils avaient approuvé. Je l'ai su tout de suite. Il a ouvert son carnet. A tourné une page. Et a regardé la mer de visages devant lui. Il a commencé par les remerciements classiques. Aux profs, aux élèves, au personnel. Puis, la salle a changé. Il s'est arrêté. A regardé droit dans le public. Et a dit. Astérisque astérisque, il y a des personnes dans cette salle. Qui ne pensaient pas me voir ici aujourd'hui. Des personnes qui pensaient. Que je ne valais pas la peine. Que venir d'un foyer brisé. Voulait dire que j'étais cassé aussi. Mais j'ai appris quelque chose. On n'a pas besoin de venir d'une famille parfaite. Pour construire un avenir puissant. Astérisque astérisque. Une vague a traversé la foule. Mon cœur a fait un bond. Il a continué. La voix ferme. Les yeux fixés sur ceux qui avaient voulu l'effacer. Certains naissent pour être applaudis. D'autres doivent mériter chaque applaudissement. Mais ça ne fait pas de nous des moins que rien. Ça nous rend plus forts. Je me suis retourné pour regarder mon père. Il ne souriait pas. Il n'applaudissait pas. Il regardait. Les bras croisés. Les lèvres serrées. Très bien. Qu'il ressente ça. Parce qu'Elias n'avait pas fini. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la rébellion. C'était une vérité. Une mise au point. Puis Elias a lâché la phrase. Qui a figé toute la salle. Il y a un moment dans la vie. Où on entre vraiment dans ce qu'on est. On dirait que le temps ralentit. Que l'air devient plus lourd. Que le silence devient plus profond. C'était ce moment. Elias. Avec son journal ouvert. Ses yeux fixés sur la foule. Il ne lisait pas un discours. Il disait une vérité. Et il le faisait avec toute la force silencieuse. Qu'il avait construite en années. D'ignorance. Astérisque astérisque, il y a des gens, a-t-il répété. Qui ont dit à ma mère. Qu'elle ne serait jamais assez bien. Qu'elle m'avait échoué. Juste parce qu'elle m'a élevé seule. Mais elle ne m'a pas échoué. Elle s'est battue pour moi. Elle m'a appris à tenir debout.
sans applaudissements, à travailler dur, quand personne ne regarde, à croire en moi, quand ceux qui étaient censés le faire ne l'ont pas fait. Astérisque astérisque. On pouvait entendre le changement dans la salle. Le public, surtout des parents et des enseignants, s'est penché en avant. Certains ont retenu leur souffle. D'autres se sont essuyés les yeux. Et pourtant, ma famille ne bougeait pas. Gérald regardait sans expression. Catherine le regardait du coin de l'œil. Joël s'était reculé dans son siège, comme si c'était une pièce de théâtre, qu'il ne voulait pas admettre qu'il regardait. Mais Elias, lui, ne bronchait pas. Il était calme. Le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Et tout à dire. Pendant des années, j'ai cru que le silence, c'était la paix. Que si je baissais la tête, je gagnerais peut-être ma place. Que si je travaillais assez dur, je cesserais peut-être de me sentir comme un invité dans ma propre famille. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Et puis il a dit. J'ai compris quelque chose d'important. On n'attend pas qu'on nous invite à prendre sa place dans ce monde. On la réclame. On la construit. On la possède. Je regardais autour de moi. Des parents hochaient la tête. Des enfants chuchotaient. Des enseignants essuyaient leurs larmes. Et Elias a fermé son carnet. Il a levé les yeux. Et cette fois, ses yeux ne parcouraient plus la salle. Ils étaient fixés, pénétrants, droit sur un homme. Gérald. J'ai été élevé, a-t-il dit, dans ce qu'ils appellent un foyer brisé. Mais les foyers brisés ne produisent pas des gens cassés. Ils produisent des battants, des auditeurs, des leaders, des enfants, qui deviennent des adultes, capables d'être ici aujourd'hui, et de forcer même les silencieux à écouter. Ça a frappé comme un coup de tonnerre. Il y a eu un moment, juste un battement, où personne ne bougeait, personne n'applaudissait, comme si toute la salle retenait son souffle. Puis les applaudissements sont arrivés, comme une vague. Les gens se sont levés, pas juste une ovation polie. Ils se sont levés, comme si quelque chose d'important venait de se passer, comme s'ils savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose de plus grand qu'un simple discours de fin d'année. Et puis, ça s'est produit. Gérald s'est levé. Pas vite. Pas dramatiquement. Il s'est levé lentement. Comme s'il n'était même pas sûr de le vouloir. Mais il s'est levé. Et pendant une seconde. Juste une seconde. Son visage a changé. Pas un sourire. Pas des larmes. Juste un tout petit éclat. Dans ses yeux. De la surprise. Peut-être de la compréhension. Peut-être même de la honte. Mais pas de la fierté. Pas encore. Ça viendra peut-être plus tard. Mais à ce moment-là, Elias n'avait pas besoin de sa fierté. Il avait déjà gagné. Après la cérémonie, j'ai marché avec Elias jusqu'à la voiture. Je m'attendais à ce qu'il soit rempli d'adrénaline. Fier, excité. Mais il était calme. Réfléchi. Comme si la tempête était passée. Et avait laissé derrière elle des eaux tranquilles. Tu vas bien? J'ai demandé. Il a hoché la tête. Oui. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je sais, j'ai dit. Tu l'as fait pour toi. Il a souri un peu. Et peut-être pour quelqu'un comme moi, qui était assis dans cette salle. Quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Cette phrase m'a brisé le cœur. Parce que c'est ça, Elias. Il a toujours été comme ça. Pas en colère. Pas amer. Juste courageux. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un message de Gérald. Il disait « Je suis surpris ». Je l'ai regardé longtemps. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. De ce qu'il avait dit tous ces mois plus tôt. Mais je n'en avais pas besoin. Elias avait déjà tout dit. Et le monde avait écouté. Ce que mon fils m'a appris sur la valeur. On pourrait croire qu'après un moment pareil, après que ton fils se lève sur scène, et dise la vérité à une salle remplie de gens, qui ont fait semblant pendant des années qu'il n'existait pas, les choses changeraient du jour au lendemain. Mais non. Pas en surface, en tout cas. Gérald ne m'a pas appelé. Il n'est pas venu vers moi après la cérémonie. Il n'a pas pris Elias dans ses bras. Il n'a pas dit « Je suis fier de toi ». Il avait tort. Mais admettre ça aurait demandé plus d'humilité que ce qu'il avait jamais montré. Ce qu'il a fait, c'est envoyer un message. Je suis surpris.
3 mots. Sans point. Sans chaleur. Mais d'une certaine façon, ils avaient plus de poids que tous les discours qu'il avait faits à ses barbecues de famille. Parce que, pour Gérald Callan, c'était une fissure dans son mur. Pas des excuses. Mais peut-être une ouverture. Je n'ai pas répondu. Cette histoire n'a jamais été sur lui. De toute façon, ce soir-là, Elias et moi, on s'est assis par terre, dans le salon, en mangeant de la nourriture à emporter, et en regardant à nouveau son discours. Sur une story Instagram, quelqu'un avait tout filmé, et mis la vidéo avec cette légende. Le meilleur discours de remise de diplôme que j'ai jamais entendu. Ce garçon ira loin. La vidéo avait déjà des milliers de vues. J'ai regardé Elias. Et j'ai dit, voilà ton héritage, maintenant. Il a haussé les épaules. C'était juste un discours. Non, j'ai répondu. C'était une déclaration. Il n'a rien dit tout de suite. Puis il a dit, je ne l'ai pas fait pour lui, tu sais. Ni pour eux. Je l'ai fait pour nous. Pour la version de moi, qui pensait qu'il fallait que je me fasse petit, pour entrer dans cette famille. C'est là que j'ai compris. Cette histoire a commencé avec moi, essayant de protéger Elias, du fait de se sentir moins que les autres. Mais à la fin, c'est lui qui m'a appris ce que ça veut dire être entier. J'ai passé des années à supplier en silence, pour être validé, à essayer de ne pas fâcher mon père, à ne pas embarrasser la famille, à ne pas rendre la vie encore plus dure pour Elias. Je pensais que si je restais petite, il finirait par faire de la place pour nous. Mais Elias n'a jamais voulu une place à leur table. Il a construit la sienne. Dans les semaines après la remise de diplôme, quelque chose a changé entre nous. Il y avait un calme en lui, une confiance profonde, que je n'avais jamais vue avant, comme si une tempête avait traversé son être, et qu'elle avait laissé quelque chose de plus fort. Il a fait ses valises pour l'université. Avec excitation, pas avec stress. Il a dit au revoir à sa chambre d'enfant, comme s'il fermait un chapitre, pas comme s'il perdait quelque chose. Il ne fuyait pas la famille qu'il avait ignorée. Il allait vers la vie qu'il avait construite. Pas à pas, choix après choix, mot après mot. Et moi, j'ai arrêté d'attendre leur approbation. J'ai arrêté d'envoyer à la famille des photos qu'ils ne demandaient jamais. J'ai arrêté d'espérer que Gérald se réveille un jour et me voit comme une fille qui mérite l'amour. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer la lumière de mon fils à des gens trop fiers ou trop aveugles pour s'en soucier, parce que je n'ai plus besoin qu'il la voie. Le monde, lui, la voit. Quelques mois après le début de son premier semestre, Elias m'a appelé depuis sa chambre universitaire. Devine quoi, il a dit. Je viens de gagner le prix d'écriture pour les premières années. Bien sûr que tu l'as gagné, j'ai répondu, en souriant au téléphone. Tu sais pourquoi? Il a fait une pause. C'était un essai sur ce que ça fait d'être élevé par une femme qui m'a appris que j'étais suffisant, avant que qui que ce soit d'autre me le dise. J'ai pleuré. Là, debout, au milieu du rayon fruits, d'un supermarché, entre les pommes et le beurre de cacahuète. Parce que c'est ça, la vraie fin de cette histoire. Pas la revanche, pas la validation, pas même la fierté, mais l'amour. Un amour silencieux et constant, qui refuse d'abandonner, même quand le monde dit de le faire. Un amour qui élève un enfant, pour qu'il devienne un homme, qui connaît sa propre valeur, si profondément, que même le rejet le plus froid ne peut le briser. Un amour qui n'a pas besoin d'un fonds universitaire, juste de la croyance. Alors si quelqu'un t'a déjà dit que ta famille te rendait moins que ce que tu es, si quelqu'un a essayé de te définir par tes blessures ou ton passé, souviens-toi de ceci. Les foyers brisés ne produisent pas des gens brisés. Ils produisent des guerriers, des écrivains, des enfants comme Elias, et des mères comme moi. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé ton propre chemin, ou quelqu'un que tu aimes, ne la garde pas pour toi. Comme la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et laisse un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre ton histoire aussi. Chaque voix compte. Et quand on dit notre vérité, on ne guérit pas que nous-mêmes. On aide les autres à se sentir moins seuls. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, vraie,
dure et honnête. Appuie sur le bouton d'abonnement. Et rejoins cette communauté. Parce qu'ici, on ne croit pas aux gens brisés. On croit au retour. Merci d'avoir écouté. Je suis heureuse que tu sois resté jusqu'ici.